Je vous préviens, c'est parti pour un exposé. Un exposé sur Marine Le Pen, l'autre candidate des riches. Qu'est-ce qui m'a pris? Ce week-end, il a plu tout le temps. Alors samedi, on est allé à Péronne, au marché, pour distribuer un tract contre l'ancien porte-parole de Génération Identitaire, Damien Rieu, qui est parachuté dans le coin pour les cantonales, et qui vient prôner les racines, même s'il ne connaît pas grand-chose aux betteraves et puis aux patates. Et on soulignait notamment dans le tract, je vais y revenir plus tard, mais que combien il avait produit de tweets sur les retraites, 0. Combien sur les hôpitaux, 0. Combien sur la suppression de l'ISF, 0. Combien sur les délocalisations, 0. Enfin, combien sur tout l'économique et le social, 0, alors qu'il a au total publié en un an 8600 tweets, 30 par jour, tu vois, c'est une espèce de maladie, je sais pas, on a une tweetomanie. Du coup, ça m'a interrogé. Je me suis demandé, mais au fond, est-ce que il est à l'image d'un parti qui fait un nouveau virage de doctrine, qui s'éloigne du social, alors qu'on avait tenté de le raccrocher, et puis finalement qui reprend son visage très ancien. Tu vois. Et donc, je me suis replongé dans les programmes, en tout cas la partie économique et sociale des programmes du Front National. Je dis replonger parce que pour moi, c'est une mise à jour. J'avais déjà fait ce boulot il y a une dizaine d'années, après la présidentielle de 2012. J'entendais tellement Florian Philippot et Marine Le Pen parler des dogmes de l'ultralibéralisme, du règne déchaîné de l'argent roi, réclamer du protectionnisme et ainsi de suite, que je m'étais demandé, mais depuis quand ils parlent comme moi? Tu vois, et ça me gênait. J'avais interrogé un copain intello qui m'avait dit non, nous ne partageons rien avec le Front National. Mais quand même, moi, la mondialisation, je suis contre. L'Europe, du tout marché, je suis contre. Enfin, tu vois, donc, je lui demandais, mais est-ce que tu n'aurais pas un copain universitaire qui aurait fait ce travail-là, quelque part d'archéologie, sur le plan économique et social? Il dit non, je vois pas, je cherchais, bon, puis il m'a pas donné de nom. Je me suis plongé dans les biographies des Le Pen, père et fille. Il y avait plein de choses évidemment sur leur racisme, sur leur antisémitisme, sur leur laïcité à géométrie variable, enfin sur tout ça il y avait beaucoup de choses, mais rien ou très peu sur l'économique et le social. Et quand il y avait quelque chose, c'était pour dire qu'ils n'étaient pas gentils parce qu'ils étaient contre le libre-échange. Moi aussi je suis contre. Du coup, c'était du temps où j'avais du temps. Je me suis plongé dans les archives. Je suis allé à la Bibliothèque nationale de France. Je suis allé à la bibliothèque départementale à Arras. Et j'ai été rechercher des tracts du Front National jusque depuis les années 70. Les années 70, premier temps du Front National. Et là, il faut voir que bizarrement, l'immigration est absente du discours. Tout se concentre sur les propagandistes de la subversion marxiste, texto. Et les syndicats sont accusés, évidemment, les médias sont accusés, l'université est accusée, mais même l'Église est accusée d'être aux mains des marxistes. Tu vois. Bon, c'est le premier temps. Tu as un deuxième temps, les années 80. Et là, Jean-Marie Le Pen, on a oublié, mais il se la joue à plus européiste que moi, tu meurs. Il faut imaginer des meetings du Front National ouverts par l'hymne européen et prônant une Europe politique, économique et militaire. Toute Europe, toute Europe, toute Europe. Et d'ailleurs, l'acte unique, par exemple, pour la suppression des frontières, il s'y oppose pas. Pourquoi? Parce que l'Europe est vue comme un rempart contre le bolchevisme. Troisième temps, après la chute du mur, là, c'est le grand basculement. Là, on a Jean-Marie Le Pen, le même qui vient dire « L'Europe de Maastricht, c'est l'Europe cosmopolite et mondialiste ». Tout ça, vous pourrez le retrouver dans un bouquin que j'ai fait paraître il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Pauvres actionnaires ». Pauvres actionnaires, c'est d'ailleurs un propos tenu par un cadre du Front National qui, pourtant, c'est au moment où la droite, elle passe au pouvoir, où elle baisse une série d'impôts, elle supprime l'impôt sur la fortune déjà, enfin, bon, des tas de trucs comme ça. Et il vient dire, ah, c'est pauvres actionnaires parce qu'on les dorlote pas, c'est dans les années Reagan, tu vois, Le Pen se voulant un espèce de nouveau Reagan. Bon. J'en viens au programme de 2012, qui s'appelait Notre projet, qui faisait 106 pages quand même.
Et moi, alors j'ai fait de l'analyse linguistique à la fac. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les silences, ce sont les absences. Quand dans 106 pages, tu n'as pas une seule fois le mot inégalité. Pas inégalité de revenus, pas inégalité dans l'accès au logement, pas inégalité face à l'école. Les classes, bien sûr, ça n'existe pas. Tout comme les injustices sociales. Le mot riche n'est pas dans le programme. Le mot pauvre non plus. La pauvreté n'est pas mentionnée. Mais par exemple, l'intérim, les CDD, les stages, toute cette manière pour la jeunesse populaire d'entrer sur le marché du travail, c'est absent. Et de la même manière qu'on n'a pas la pauvreté, on n'a pas non plus de l'autre côté les dividendes. Les dividendes, il faut rappeler que la part des dividendes en France a plus que triplé depuis les années 80, que ça représentait à l'époque l'équivalent d'une semaine de travail, donc que chaque salarié versait aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 3 semaines et demie. Bon. D'ailleurs, le mot actionnaire n'est pas prononcé. Je veux dire, toute la politique économique, aujourd'hui, elle se mène quand même pour l'actionnaire. Les entreprises sont tournées vers quoi? Vers l'actionnaire. Elles délocalisent pour qui? Pour les actionnaires. Et ce mot-là, qui est quand même la figure marquante de l'époque, est absent du discours du Front National. Et il n'y a pas non plus, bien sûr, le mot fortune. On n'étudie pas comment a évolué la fortune des 500 plus grandes familles françaises qui sont dans le classement de Challenge. Et au fond, se dessine alors le pays idéal du Front National. C'est quoi? C'est nous sommes tous Français et qu'importe qu'il y ait des riches, qu'importe qu'il y ait des pauvres. Si on a des actionnaires français qui, dans des entreprises françaises, se gavent avec des dividendes français sur le dos des salariés français, y compris précaires français, ben c'est plutôt comment il disait Pangloss, tout va pour le mieux dans la meilleure des France, tu vois. Bon, donc quand il y a 10 ans, j'avais commencé à étudier le discours du Front National, je m'attendais, avec inquiétude, avec crainte, franchement, à une assez grande proximité sur ces questions. Et à l'arrivée, je voyais que énormément nous séparaient. Malgré quelques envolées, il y avait un fossé sur le terrain économique et social entre le Front National et nous. Moi, j'en étais resté là. J'en étais resté donc à 2012. Pourquoi j'ai remis les couverts ce dimanche? Alors, il y a une première raison. Il y a 2 semaines, je défendais dans l'hémicycle une proposition de loi pour étendre le revenu de solidarité active aux 18-25 ans. Et comme en plein milieu du moment où j'étais en train de rédiger mon rapport, là, je m'étais enfermé pendant un week-end pour bien me mettre la tête dedans, ça me fait penser que tu vois, tous les 15 jours, j'ai quand même une grosse séquence de travail. Bon, quand il n'y a pas les gosses. Bon, donc je m'étais enfermé pour terminer mon rapport et j'entends que Marine Le Pen prend la parole le 1er mai sur la jeunesse qu'il ne faut pas sacrifier. Donc forcément, comme c'est au cœur de mon sujet, tout de suite, je vais écouter, je vais la lire. Et là, c'est la stupéfaction. Parce que ce qu'elle propose, c'est le copier-coller des macronistes. Première mesure, dit-elle, je proposerai une évolution de la fiscalité des successions et des donations qui sera tournée vers une plus grande mobilité du capital entre les générations. C'est ce qu'a proposé Bruno Le Maire un mois avant, quasiment texto. Alors là, il faudrait décoder un petit peu. Tu vois, quand on dit qu'il s'agit de permettre à des grands-parents de soutenir leurs petits-enfants, de donner quelques milliers d'euros sans aucune taxe. D'abord, il faut dire que d'ores et déjà, aujourd'hui, on peut verser 100 000 euros à chacun de ses enfants sans payer le moindre impôt. Et que c'est renouvelable tous les 15 ans. Donc tu peux faire ça plusieurs fois. Et que, pareil, au moment de l'héritage, il y a 100 000 euros qui partent sans être taxés. Donc déjà, en vérité, c'est énorme ce que tu peux transmettre sans taxe. Et aujourd'hui, 90% des Français ne recevront pas plus de 100 000 euros d'héritage dans la totalité de leur existence. Donc de toute façon, ces mesures-là, quand on dit c'est pour transmettre plus facilement du patrimoine et tout ça, c'est au maximum pour les 10% restants, pour le dernier décile, pour les plus riches.
Deuxième mesure que proposait Marine Le Pen, des prêts publics plafonnés à taux zéro seront octroyés aux jeunes couples. Qu'est-ce qu'il avait proposé Stanislas Guerini en janvier, et il se faisait bâcher à l'époque. C'est de dire, bah, les étudiants, vous voulez faire des études, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un prêt garanti par l'État, enfin, endettez-vous. C'est la même chose, elle fait du Guerini. Troisième mesure, nous généraliserons un chèque formation destiné aux entreprises qui prennent en formation un jeune, donc elle propose de donner aux entreprises 5 à 6 000 euros par an pour qu'ils prennent des alternants, des apprentis et tout ça. Qu'est-ce que fait le gouvernement depuis un an? Borne en première ligne. Là, je veux dire, il y a plagiat, quoi. Ils font exactement ça, c'est-à-dire de la main-d'œuvre gratuite, quasiment. Et peut-être qu'il y a des bonnes choses là-dedans, tu vois, mais je dis juste qu'elle copie quelque chose qui existe déjà. Bon, la seule mesure qu'elle proposait, qui était originale, qui n'était pas piquée aux macronistes, c'était, je la cite, « Nous accompagnerons le dynamisme de jeunes qui se lanceront dans l'entrepreneuriat. » Comment? Par une dotation en fonds propre égale à ses propres apports. C'est-à-dire, tu veux monter ton entreprise, tu amènes 50 000 euros, l'État te donne 50 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont beaucoup recevront beaucoup, ceux qui ont peu recevront peu. On voit comme c'est égalitaire comme mesure, quoi. Mais surtout, ça met l'accent sur l'entrepreneuriat. Soit, encourageons-le. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils font de l'auto-entreprise, pas par choix, mais par contrainte. Et donc, qu'est-ce qu'elle propose pendant ce temps-là pour le salariat? Là encore, c'est du macronisme. Qu'est-ce qu'il dit aux jeunes? Uber, fondez votre entreprise, tu vois. Et donc, c'est exactement la même logique, sans se demander plutôt qu'est-ce qu'on fait pour le salariat, qu'est-ce qu'on fait pour les peu qualifiés qui rentrent dans le marché du travail, comme j'ai écrit tout à l'heure, par des CDD, par des stages, par de l'intérim, par des années à ramer, quoi, par de la précarité. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse populaire qui peut poursuivre ses études sans avoir à faire un job de babysitting le matin avant la fac et caissier à Intermarché le soir au retour? Comment on construit pour eux des métiers qui payent correctement, régulièrement et qui ont un sens? C'était le grand vide. Et donc, ça m'a alerté. Je me suis dit, mais ces mesures, elles sont de droite. Elles sont de droite libérale, elles sont de droite macroniste. Et au fond, elles tranchaient avec les accents de Marine Le Pen que j'avais pu étudier pendant la campagne de 2012. Et là, avec cette erreur, je me suis dit, tiens, il faudrait que je réactualise. Il faudrait que je retourne voir qu'est-ce qu'elle raconte. Là arrive l'épisode Damien Rieu. Et on se dit, on ne peut pas le laisser s'installer comme ça. Chez nous. Parce qu'en plus, c'est mon coin, le Santerre. Je sais que ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs comme toi. Ces grandes plaines de betteraves et de patates. Ces champs de croix avec des cimetières militaires américains, anglais, partout, hein, australiens, de jeunes gars qui sont venus se faire tuer loin de chez eux. Mais moi, c'est mon paysage. Et malgré les galères des gens de mon coin, tu vois d'ailleurs, même ne serait-ce que sur Péronne, on a fait la liste des boîtes qui ont fermé. Dans le canton, tu vois, Flot d'Or, les patates. La Picardie perd même ses chips. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Avec Angelo, qui était à la CGT de chez Flot d'Or il y a une vingtaine d'années, quand je l'ai rencontré là-bas, quand les usines, elles ont déménagé pendant le mois d'août, tu vois, les machines. Magali, qui donc est aide-soignante à l'hôpital de Péronne, Guillaume, qui est prof de PS à côté. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour contrer Damien Rieu? On aurait pu faire une manif, on aurait pu faire venir de Paris des intellos, on aurait pu faire venir des figures politiques nationales. Je suis convaincu qu'on rassemblait du monde et tout ça. Ça aurait été le bazar parce qu'il y aurait eu une manif d'extrême droite en face, ça aurait fait des frottements, il y aurait eu des tas de gendarmes. Est-ce que pour les habitants de Péronne, ça aurait été de nature à les convaincre? J'en doute, tu vois. Donc, on a choisi d'agir avec discrétion.
C'est quoi? C'est d'avoir un tract qui présente qui est cet homme, qu'est-ce que c'était Génération Identitaire, tu vois, puisqu'il a lancé ce mouvement par une déclaration de guerre, en ayant des groupes de combat, lui-même se voulant un guerrier de la race blanche. Bon, c'est pas tout à fait rassurant. Et ça a été dissous par le Conseil d'État à cause des risques pour la sécurité formés par ces milices privées. Dixit quand même le Conseil d'État. Donc on rassemble ces informations. Ça grouille sur Internet, c'est pas difficile à choper tout ça. Mais à côté de ça, on se concentre surtout sur ces silences. 8600 tweets, 30 par jour, et rien sur l'économie, rien sur les impôts, rien sur l'agriculture, rien sur la santé, rien sur les écoles, rien sur l'emploi. Là, on sait que les milliardaires français, ils ont vu leur patrimoine gonfler de 55% en un an. T'imagines? 135 milliards d'euros, je crois. C'est 13 fois la mesure que je proposais sur le RSA. C'est des sommes qui sont tellement gigantesques qu'on ne les mesure pas. Et là-dessus, il y a 0 tweet de M. Damien Rieu. Cette explosion des inégalités, cette injustice sociale qui est désormais béante, ça lui passe à côté, il s'en fiche. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça suffira? J'en sais rien, parce que là, il y a un FN, une extrême droite qui, c'est évident, a le vent en poupe. Bon, mais l'arrivée de cette figure 100% identitaire, 0% social, ça m'a interrogé. Je suis allé lire, du coup, là, une tribune qui a fait paraître Marine Le Pen dans l'Opinion. Alors déjà, le choix de faire paraître une tribune dans l'Opinion, c'est pas un hasard. Qu'est-ce que l'Opinion? C'est le quotidien le plus libéral. C'est un journal avec pour mécène notamment Bernard Arnault, et c'est le canal des forces de l'argent, tu vois, pour faire bref. Hein. Qu'est-ce qu'il s'agit pour elle de faire? Dans l'Opinion, c'est de rassurer l'élite de la finance, de leur dire « ne craignez rien avec nous ». Et elle s'exprime sur la dette. Son titre, c'est « Ayons des idées claires et du bon sens sur la dette ». Alors, son bon sens, vous allez voir, il est à sens unique surtout. Elle concède. Rien n'empêche la BCE de conserver ces titres de façon indéfinie, de les transformer en dette perpétuelle, voire même de les compenser avec les réserves comptables, équivalent à une annulation de dette. Donc elle dit, voilà, c'est possible d'annuler les dettes avec la Banque Centrale Européenne. Et là, elle dit, nous serions dans la droite ligne de la théorie monétaire moderne post-keynésienne. Tout ça est possible, elle le dit. Et pourtant, c'est un autre chemin qu'elle va choisir, plus orthodoxe, beaucoup plus classique. Oui, une dette doit être remboursée, elle écrit. Il y a là un aspect moral essentiel. Et la morale, avec les financiers, il ne faut pas transiger, tu vois. À partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieure, sa parole est d'airain. Il s'organise pour rembourser sa dette contre vents et marées. C'est intéressant cette expression, contre vents et marées. Qui est-ce qui serait contre rembourser la dette? Je veux dire, comment on va faire pour la rembourser? Est-ce qu'on va aller gratter sur l'hôpital? Est-ce qu'on va aller gratter sur la police? Est-ce qu'on va aller gratter sur l'armée? Est-ce qu'on va aller gratter sur l'éducation? Est-ce qu'on va gratter sur la justice? Ou est-ce qu'on va augmenter les impôts? Comment on va la rembourser? Et les vents et marées contraires, c'est quoi? Ils sont populaires? Il y a le risque que les gens, finalement, rembourser la dette et cracher, ça passe pas si bien que ça, mais à ce moment-là, on fera le choix des financiers contre le peuple. C'est quand même ça qui est sous-entendu dans cette tribune. Bref, et elle conclut, tu vois, en bonne mère de famille, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est génial. Bon, voilà la pensée de Marine Le Pen sur la dette. C'est quoi? Au nom de... Là, elle dit pragmatisme. Le pragmatisme, c'est de payer. C'est un pragmatisme qu'elle revendique à l'égard des fonds internationaux et même de la Banque Centrale Européenne. Et voilà, son message, c'est de venir dire à la finance, dans le lieu de la finance, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'aventure. Pour moi, ça ne sera pas une aventure économique, une aventure sociale. Rassurez-vous. Elle vient rassurer là. Et faut comparer ça à ce qu'elle disait il y a 10 ans, presque tout pile, quand elle a repris les rênes du Front National à la suite de son père. Dans un congrès à Tours, en mars 2011, elle avait ces phrases. «
L'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent, face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. Oui, il faut en finir avec le règne de l'argent roi. Tu vois, cette tirade-là, elle ne la prononcera plus aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne veut pas effrayer l'argent roi. Elle vient susurrer à l'oreille de l'argent roi. Son adversaire n'est plus, peut-être n'a jamais été en vrai, la finance. Le SMIC ne sera pas augmenté, elle s'oppose à la levée des brevets, et donc les firmes peuvent se tranquilliser. C'est le nouveau temps, là, du discours de Marine Le Pen. Il faut noter ces silences au passage, tu vois, sur par exemple les Paradise Papers, quand il était montré que par exemple Bernard Arnault avait des yachts dans les paradis fiscaux, que bon, il y avait 350 milliards d'euros, je crois, qui échappaient au fisc. Silence. Les Open Lux, là, on apprend que les Français, enfin, pas n'importe lesquels, hein, la France de tout en haut, tout en haut, tout en haut, sont ceux qui font le plus émigrer leur argent vers le Luxembourg. Il y a 11 000 Français, je crois. Mais dans les 50 plus grandes familles françaises, il y en a 37 qui le font. Arnaud, à nouveau, il est partout. On a les Mulliers de chez Auchan. On a Hermès, enfin, tu vois. C'est la France qui... Cette émigration-là ne la gêne pas. En tout cas, il n'y a pas un tweet, il n'y a pas un communiqué du Rassemblement national sur cette question. Là, c'est profil bas devant la finance. C'est pas un hasard, tous ces silences. Ça participe d'une stratégie et je suis allé voir le programme économique, à nouveau, social, de 2017, qui est un peu mon espèce de chaînon manquant, je ne l'avais pas étudié à l'époque. Et au fond, c'est déjà une étape sur ce chemin du pragmatisme, tu vois, comme elle cause. Chaque fois qu'on te dit pragmatisme, réalisme et ainsi de suite, ça veut dire renoncement, quoi. Là, on a, où est-ce qu'il est mon programme 2017? Il faut quand même que je vous montre que je travaille sérieusement, quoi. Tu vois, 144 engagements présidentiels. Alors, à nouveau, dans celui-là, comme dans les autres, tu n'as pas riche, tu n'as pas pauvre, tu n'as pas précaire, tu n'as pas fortune, tu n'as pas inégalité, tu n'as pas intérim, pareil qu'auparavant. Mais il y a des changements quand même. D'abord, en 2012, le programme s'ouvrait sur organiser le redressement économique et social. C'est-à-dire qu'on plaçait ça au centre. En 2017, ça vient en troisième partie. On a d'abord une France libre, ensuite on a une France sûre, et c'est seulement après qu'on a une France prospère. Mais même dans le peu de propositions qu'il y a là, il y a surtout des grosses disparitions de ce qui existait en 2012. Je vais prendre des exemples. 2012. Tous les salaires jusqu'à 1 500 € bénéficieront d'une augmentation de 200 € net. Tu vois, c'est pas rien. 200 €, ça se prend pour tous les petits salaires. Disparu en 2017. Baisse de 20% de la TIPP, donc la taxe sur les produits pétroliers. Disparu en 2017. Les petits commerces seront défendus contre la grande distribution. Disparu en 2017. La taxe d'habitation opaque sera intégrée à l'impôt sur le revenu. Disparu en 2017. Un taux d'impôt sur les sociétés relevé à 34% pour les grosses entreprises. Disparu en 2017. Élargir l'assiette des retraites aux revenus du capital. Disparu en 2017. Donc, tu as eu là, en 2017, un évidement d'un certain nombre de mesures économiques et sociales. Ça ne se voit pas parce qu'au fond, le débat avec le Front National, il ne porte pas là-dessus. Même en interne, comme ce n'est pas leur identité c'est l'identitaire, au fond, ils peuvent faire des volte-face, des loopings et ainsi de suite. Il n'y a pas, tu vois, rien que le débat à gauche sur la dette, est-ce qu'il faut la perpétuer ou est-ce qu'il faut l'annuler? Tu ne comprends pas, mais on arrive à bacailler là-dessus. Là, changement de doctrine complet et les militants s'en fichent. En tout cas, les cadres, il n'y a pas l'air d'y avoir des portes qui claquent trop, tu vois. On arrive là au terme, tu vois, on a tout étudié là. Hein, bon, si vous voulez que j'en lise plus, il ne va pas falloir exagérer non plus, quoi. Des tracts de 1978 jusqu'au programme de la présidentielle de 2017, en fait, jusqu'à sa tribune dans l'opinion, jusqu'à ses engagements pour la jeunesse, là, on est aujourd'hui. Conclusion. Conclusion, il faut voir la fusée Marine Le Pen
comme étant à 3 étages. Le premier étage, il est hérité du père. Qu'est-ce que le Front National dont elle hérite? C'est le parti qui lutte contre les étrangers, contre les immigrés, contre les réfugiés. C'est acquis. C'est inscrit dans la conscience des électeurs. C'est inutile pour elle d'insister là-dessus. Donc, elle n'en parle pas trop quand elle reprend le Front National. Elle ajoute le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est quoi? C'est le social, pour bien s'arrimer les classes populaires. Et elle devient députée du Pas-de-Calais, des Nains-Beaumont, du bassin minier, où elle se fait la représentante des petits, des humiliés. Bon, deuxième étape. Troisième étape, et on en est là. Rassurer les portefeuilles. Il ne faut plus qu'elle ait la bourgeoisie et la grande bourgeoisie contre elle. Les dirigeants des entreprises, les hauts fonctionnaires des administrations, les patrons des médias. Il faut qu'elle donne des gages à ses financiers. Elle ne peut pas accéder au pouvoir sans ce temps, non seulement, il ne s'agit pas seulement de se dédiaboliser, mais de se normaliser, s'inscrire dans le paysage, quelque part épouser l'établissement. Soyez sans crainte, avec moi, ce sera business as presque usual. Il faut qu'elle apporte ses gages, tu vois. Et c'est ça qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est la petite musique qui monte. Au fond, Marine Le Pen, pour moi, là, c'est la seconde phase du macronisme. C'est l'autre candidate des riches. Comment répliquer à ça? Comment répliquer à Damien Rieu? Comment répliquer nationalement à Marine Le Pen? Moi, je crois qu'il faut qu'on s'accroche à notre terrain. Il faut qu'on... Tu vois, cette statistique, par exemple, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises disposaient de 5% du produit intérieur brut. À l'arrivée de Macron, c'était 25%. En un an, on est passé à 30%. Aujourd'hui, on a largement dépassé les 35% avec la crise sanitaire. Je ne vois pas d'autre option pour nous que de marteler cette hyper-inégalité. De dire qu'il y a du progrès qui est possible si on vient faire tomber toutes les cagnottes qui s'accumulent là-haut. Alors, on peut le formuler par 2000 manières. Hein. Ça peut être la lutte des classes à l'ancienne, ça peut être plus Raffarin, la France d'en bas contre la France d'en haut, ça peut être les petits contre les gros, ça peut être du Victor Hugo, hein, le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres, ça peut être Warren Buffett, donc, quand il était première fortune mondiale, qui déclarait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Mais je pense que c'est sur ce terrain économique et social que nous devons centraliser, qu'on doit mener le débat, qu'on doit placer le combat, toujours par les ruptures avec l'argent roi, avec le libre-échange, avec un État protecteur, protecteur de la sécurité, il n'y a pas de doute, protecteur des emplois, protecteur de l'industrie, protecteur de l'agriculture, qui assure que on ne va pas plonger le pays, les ouvriers, les agriculteurs, les employés, dans la grande tempête de la mondialisation. Et même qu'en cas de crise sanitaire à venir, on n'aura plus à attendre que la Chine veuille bien nous envoyer des avions avec des masques, tu vois. On peut d'autant plus marteler ça que Marine Le Pen ne le fera plus. Elle pense que c'est acquis, et peut-être bien que c'est accroché. Mais elle veut plus mettre à dos les milliardaires, les grands propriétaires. Et nous, là, on a un socle possible qui rassemble. Tu l'as vu le sondage dans l'UMA qui dit que massivement, très massivement, les Français sont pour un plan de réinvestissement dans les services publics, 93%, une baisse de la TVA sur les produits de la vie courante, 90%, une taxe sur les dividendes des actionnaires, 85%, augmenter le SMIC, 81%, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, 78%. On voit bien que là, il y a un terreau commun, peut-être pas un boulevard, mais au moins un terreau commun pour une politique de progrès social, de progrès humain dans le pays. C'est ça qu'il s'agit d'activer. Bon, voilà, on a balayé là, combien? Plus de 40 ans
de discours économique et social du Front National. Et je pense que c'est quand même leur talon d'Achille. Tu vois, c'est leur grande faiblesse. C'est quand même quand dans des programmes entiers est absent le mot égalité et inégalité, qui est au cœur de la devise républicaine et auquel les gens sont attachés. La question, c'est est-ce que la gauche est capable d'incarner cette égalité? Est-ce qu'elle est capable d'incarner ce désir-là, ce désir qui s'est exprimé sur les ronds-points quand les Français ont revêtu un gilet jaune le 17 novembre 2018, tu vois? Est-ce qu'elle est capable d'incarner l'égalité? Je pense que c'est la question. Eux, c'est leur grande faiblesse. Les macronistes, c'est leur grande faiblesse. Si elle fait ça, il y a peut-être une chance, à Péronne et ailleurs, tu vois. Parce que je pense que les gens, massivement, dans leur tripes, ils ont ce désir d'égalité. Pas pur et parfait, tu vois, l'égalitarisme. Tu mets isme à la fin et tout de suite, c'est atroce. Non, mais au moins, chacun dans ce pays puisse se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, se chauffer. Tu vois, les besoins essentiels. Se former, espérer un meilleur avenir pour ses enfants. Voilà le socle commun. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien. Comment il disait Roosevelt? Donc, au moment de la Grande Dépression américaine, il disait « Il faut essayer quelque chose. Le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. » Bon, on arrête là-dessus.